Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour vous présenter cette émission, Georges Allen est à l'antenne et ce matin, nous allons parler dans un premier temps de la problématique du partenariat public-privé en Haïti, le PPP. Vous connaissez bien l'expression, le terme PPP. Et à la seconde partie de l'émission, on parlera littérature avec Franz Courtois, qui a un dernier roman, Les Matins de l'Aurore. Avec lui, on fera le point parce que la vente signature de cet ouvrage, de ce roman à l'eau de rose, c'est pour demain, samedi 14 octobre. À la première partie de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocat, l'homme de droit, Michel Bernard Rosenberg. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Alain, nous saluons les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Oui, comme je l'avais dit, nous allons parler de la problématique du partenariat public-privé, le PPP. Mais juste avant, maître, laissez-moi dire aux télé-auditeurs de Métropole que vous êtes avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste du droit de la mer, de la légistique en réforme administrative et enfin directeur de Excel plus Law Firm and Marketing Group. C'est ça? Oui, c'est ça. Pour une brève présentation, parce que c'est votre première participation à la rubrique Le Point de Métropole. Oui, jusque-là, c'est notre première participation. J'espère avoir d'autres participations dans l'avenir. Oh oui, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Si vous devriez vous présenter beaucoup plus en profondeur aux téléauditeurs de Métropole, que diriez-vous, maître? Bon, comme tu viens de dire, Alain, nous sommes Michel Rosenberg. On travaille comme avocat au barreau de Port-au-Prince. Depuis 2013, on essaie de développer une nouvelle filière au niveau de la BASOCH, qui est la filière de la logistique, où l'on travaille avec, avec certaines institutions publiques, notamment le Parlement, le Sénat de la République. On travaille aussi avec d'autres organismes autonomes de l'État, comme l'OAVCT. On a déjà travaillé sur la réforme de l'assurance des véhicules. Et récemment aussi, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale sur la réforme de la formation professionnelle en Haïti. Jusque-là, c'est ça qu'on fait au niveau de XL+, notre cabinet d'avocats. Donc, c'est ça notre travail. On réfléchit sur les réformes administratives de l'État. On est déjà en train de parler avec certains bailleurs internationaux, notamment la BID, pour voir comment est-ce qu'on pourra revoir, apporter une touche neuve au niveau de l'administration publique, qui est un peu, dans une certaine mesure, décriée, vu la façon dont se fait les embauches, les personnes qui sont embauchées, tout ça, les gestions administratives et financières, tout un ensemble de problématiques sur lesquelles nous autres, au niveau de Excel, nous sommes en train de réfléchir. Et pour parler de la réforme administrative, nous voyons l'OMRH qui est plutôt actif quand même. Vous travaillez avec l'OMRH également, non? Il y a 1 an et demi de cela, on avait été approché par l'OMRH, justement pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire un update au niveau du cadre légal des institutions publiques. Parce que ce qui arrive, on a constaté il y a bon nombre d'institutions publiques qui existent, mais en dehors des cadres légaux. Par exemple, je crois, autant que je sache, il y a le ministère de la Culture qui fonctionne actuellement, en dehors, je dirais, sans aucun cadre légal. C'est pas le cas du ministère de la Défense également? Oui, c'est le cas du ministère de la Défense, du ministère de la Culture, jusque-là, qui n'ont pas de cadre légaux. Parce que l'institution, généralement, une institution publique doit être créée par la loi.
Okay. Parce que ça doit être la volonté de l'administration, la volonté de l'État de créer une institution publique. Mais la première démarche, c'est prendre une loi, justement, pour créer, on parle généralement de loi cadre. Il faut prendre une loi cadre, justement, pour créer l'institution. Donc, qui confère à cette institution un statut, mode de fonctionnement, mode d'organisation. Sa nature, est-ce que c'est un organisme autonome, est-ce que c'est une institution indépendante? C'est la loi cadre qui crée la nature, ainsi que les orientations à prendre par cette institution. Donc, c'est ainsi qu'on avait été approché il y a 1 an et demi par l'OMRH. Qui est l'Office de management et des ressources humaines. Oui. Bon, vous savez, avec les changements qui se font au niveau de l'administration publique, le projet n'a pas abouti. Bon, jusque-là, c'est comme ça. Mais les pourparlers vont continuer justement pour voir comment est-ce qu'on pourrait avancer avec cette réforme. Parce que jusque-là, c'est l'institution qui s'occupe des questions de réforme administrative au niveau de l'État central, au niveau de l'administration publique. Oui. Ce matin, nous allons parler de la problématique du partenariat public-privé. Je l'ai dit au tout début de l'émission, le PPP en tant que modèle économique, c'est quoi? En fait, il faut voir le PPP comme un contrat administratif. Un contrat administratif passé entre l'État central ou une collectivité territoriale, soit une commune, avec un opérateur privé. Mais ce contrat est passé justement, c'est dans le but de créer un service public. Par exemple, quelquefois l'État se retrouve dans l'impossibilité, soit pour des raisons financières, pour des raisons logistiques, se retrouve dans l'impossibilité de créer un service public. Vu cette impossibilité, l'État fait appel à un opérateur privé. Et pour ce faire, l'État passe un contrat. Un document écrit entre l'État et cet opérateur particulier, justement, pour la création de ce service public. Permettez que je vous arrête un tout petit peu, maître. Lorsque vous parlez d'impossibilité en évoquant l'État, est-ce que ça ne va pas de manière contraire lorsqu'on entend dire souvent que l'État détient le monopole en toute chose? Comment parler d'impossibilité dans le cas de l'État, par exemple? Bon, c'est simple, par exemple. Pour des travaux d'ouvrage, par exemple, l'État peut ne pas avoir les engins lourds nécessaires justement pour la réalisation de ces travaux. C'est ainsi l'État peut faire appel à un opérateur. Bon, je ne vais pas citer, nous connaissons tous les opérateurs privés qui évoluent dans ce secteur. L'État peut faire appel à un opérateur. Bon, c'est le cas de... on a fait un appel d'offres récemment pour les 125 millions de dollars américains, justement. C'est pour l'achat de 500 engins lourds. Oui. Et ça rentre dans le PPP. Et c'est dans le cadre d'un appel d'offres, l'État a fait appel à des opérateurs. Un appel d'offres restreint. Ah bon, je ne connais pas, parce que je ne vais pas entrer dans ce débat, je ne connais pas la nature de ce marché, justement, et c'est pourquoi je ne peux pas dire maintenant, est-ce que c'est un appel d'offres restreint, est-ce que c'est un visa et un gré à gré, est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, jusque-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je connais vraiment. Jusque-là, je ne connais pas encore la nature de cet appel d'offres. Mais je crois savoir que il n'y a pas dans la législation haïtienne, il n'y a pas une définition du partenariat public-privé. Absolument. Et Alain, jusque-là, il n'y a pas vraiment une définition du PPP au niveau de la législation haïtienne. Toutes les définitions qu'on a pu inventorier sont tirées du droit français. Bon, vous savez que notre droit haïtien est familier au droit romano-germanique. Donc, la définition qu'on utilise un peu partout, c'est celles qui sont tirées du droit français,
celle que j'avais définie tout au début de l'émission, à savoir un contrat administratif passé entre l'État et un particulier. C'est comme ça. Cependant, vous savez que le droit évolue aussi avec la coutume. Il y a une certaine coutume au niveau de l'administration publique, avec, je dirais, le feu président René Préval, au niveau de son premier mandat, autant que je sache. C'est là qu'a commencé l'initiative de prendre les PPP. Vous savez, il y a une approche de l'État. L'État, dans une approche sociologique, dans une approche, je dirais, néolibérale, l'État est perçu comme étant, il y a le concept de l'État bon papa, ou l'État qui est le seul pourvoyeur. Ces conceptions est remise en question avec le temps. Donc l'État ne peut à lui seul pourvoir aux besoins de sa population. C'est ainsi l'État. On est venu à, on retrouve cette problématique au niveau des pays développés. Donc, par exemple, des pays comme les États-Unis, la France. Je crois aux États-Unis, il y a Wall Street, qui est un opérateur privé économique qui s'occupe des finances, qui s'occupe de la monnaie américaine. En Allemagne, il y a DiBank qui s'occupe de tout le transport, que ce soit le transport au niveau terrestre, au niveau aérien. C'est un opérateur privé qui s'occupe des questions de transport en Allemagne. Autant que je sache aussi, il y a l'Angleterre, que j'ai eu le privilège de visiter, l'Angleterre, les Pays-Bas. On est en train de faire l'expérience dans ces pays. Et l'expérience a marché. C'est une expérience qui a porté fruit, l'expérience du PPP. Ouais. Maintenant, voyons pour les inconvénients et les avantages, parce que quand il s'agit de partenariat, nous sommes dans les affaires là maintenant. Quels sont les inconvénients et les avantages? Jusque-là, on peut dire que les inconvénients sont nombreux. Dans la mesure où bon, si l'on considère d'abord les avantages, bon, l'État, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'État fait toujours face à des difficultés budgétaires, des problèmes d'argent. Assez souvent, l'État fait appel à certains bailleurs de fonds, justement, pour financer ces projets. Bon, il n'y a que récemment, notre budget national n'est pas financé par l'international. Mais depuis des années, on le sait, et tout le monde le sait, notre budget national est financé par l'international. Tout ceci nous montre que l'État est en difficulté financière. Il y a des difficultés logistiques aussi. Quelquefois, il y a certains travaux, l'État ne détient pas des espaces justement pour contenir certains matériels, des problèmes logistiques. Donc, c'est normal que l'État puisse recourir à certains opérateurs justement pour la création de ces services. Parce qu'il y a toute une population qui attend. Donc, c'est normal. Parce que l'État, les services publics, pourquoi? Il faut satisfaire la population. Il faut pouvoir justement être en mesure de faire parvenir les services vers les ménages. Donc, l'État à lui seul ne peut pas le faire. L'inconvénient, ce qu'on a remarqué avec les PPP, c'est que jusque-là, l'État joue un double rôle. Il joue un double rôle, un rôle de régulateur et un rôle d'opérateur. Et là, ça pose un problème. Ça pose deux problèmes. Ça pose un problème de moralité publique, parce que l'État, c'est l'expression de la toute-puissance publique. Et quelquefois, on retrouve l'État dans des conflits avec ses opérateurs. Et comment poursuivre l'État? Je crois que l'État soit considéré comme étant une personne morale,
Mais il y a des difficultés techniques à poursuivre l'État devant les juridictions, des juridictions de droit commun. Deuxième problème, il y a un problème de concurrence déloyale. Par exemple, l'État ne peut pas concurrencer un opérateur privé. Ne peut pas. Par exemple, les opérateurs privés entre eux, bon, nous sommes dans une économie de marché, c'est normal et qu'il y ait de la concurrence entre les opérateurs. Mais retrouver l'État dans des concurrences comme compétiteur, ça pose un problème. Le problème crucial dans tout ça, c'est le problème, ce sont les ménages. Est-ce qu'ils parviennent à recevoir les services qualifiés de services publics? Jusque-là, les ménages souffrent d'avoir ces services. Par exemple, prenons le cas du PPP, de l'UDH avec certains opérateurs fournisseurs de courant électrique. Justement, j'allais venir sur ce point. Aujourd'hui, on entend certains sénateurs et d'autres particuliers dire que ces fournisseurs de courant, nous n'allons pas citer de nom, sont des vendeurs de blackout. Maintenant, est-ce que le problème ne se trouve pas... est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Ce n'est pas dans le contrat que, les problèmes sont confusés. Il y a confusion. Ces opérateurs ne distribuent pas le courant électrique. Ils vendent à l'État le courant électrique. C'est l'État, et par le biais de l'UDH, qui vend l'électricité à qui aurait dû assurer la distribution du courant. Absolument. Donc, des opérateurs comme ePower, comme Sogener et Shentractor ne vendent pas aux particuliers, ne distribuent pas le courant électrique. C'est l'État qui distribue. Donc, on ne saurait parler de vente de blackout. Ça, moi, je ne le comprends pas. Mon problème à ce niveau, c'est que l'État ne devrait pas, et ceci en aucune mesure, se trouver dans une situation d'acheter et de revendre ce qui arrive. Le courant, l'électricité, et n'arrive pas encore les ménages n'arrivent pas encore à avoir l'électricité comme il convient. On est obligé de recourir à des solutions alternatives, soit avoir un inverteur, avoir une génératrice. On n'a pas l'électricité. Dans tout le pays, il n'y a pas d'électricité. L'État, moi-même, je plaide en faveur, justement, laisser à ces opérateurs, puisque c'est eux qui créent le coût, qui ont l'industrie de création d'énergie électrique. Puis, ils peuvent le vendre aussi. L'EDH serait un régulateur. Et l'État établit les conditions dans lesquelles ces énergies peuvent être vendues par ces opérateurs, mais il reste comme observateur à jouer et son rôle de régulateur. L'État ne peut pas vendre. Donc, vous êtes en train de nous dire, ça aurait été mieux si ces fournisseurs de courant électrique qui sont des vendeurs pouvaient distribuer le courant, ça aurait été mieux. Absolument, parce que ce sont des fonds perdus. L'État, je crois, annuellement, l'État dépense 300 millions de dollars pour l'achat du courant électrique. Au final, qu'est-ce qui arrive? Où est l'électricité? Pourquoi l'État se retrouve dans l'obligation d'acheter le courant électrique, tandis que la population souffre encore du problème? Le blackout. On vit dans le blackout. Où est ce courant électrique? Nous autres, nous sommes en mesure d'acheter le courant électrique, mais on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir chez soi. Donc, moi-même, je plaide en faveur de certains reculs de l'État par rapport à ces opérateurs. L'État peut rester comme l'État établit les conditions dans lesquelles la vente peut se faire. Et se cantonne dans son rôle d'opérateur uniquement. De régulateur. De régulateur. Il laisse à ces opérateurs de distribuer le courant électrique. Et là, dans un premier temps, l'État ne serait pas dans l'obligation de jeter de l'argent par la fenêtre. Et aussi, nous autres ménages, et nous serions en mesure d'avoir l'électricité quotidiennement à la maison.
c'est le cas. Là, c'est un mauvais modèle de partenariat public. Très mauvais, très mauvais. C'est le cas aussi avec la DINIPA, avec le SNC et SMCRS. La DINIPA, jusque-là, qu'en est-il de l'eau potable? Est-ce que vous avez l'eau potable à la maison? Non, nous n'avons pas l'eau potable à la maison. La DINIPA n'est pas en mesure de distribuer l'eau potable à travers tout le pays. Donc, il y a des opérateurs privés de la place qui sont là, qui peuvent distribuer l'eau potable, apporter l'eau potable. Parce que ce qui arrive, la population est liée à l'État par les services publics. Nous autres, ce qui nous intéresse, ce sont les services publics. L'État n'est pas en mesure de créer les services publics. L'État aussi n'est pas en mesure de créer, de pouvoir donner à tout le monde un emploi. Parce que quand l'État joue son rôle de régulateur, premièrement, la population va avoir beaucoup de services. Les services pour lesquels les ménages se plaignent, par exemple, les services notamment comme l'eau potable, l'électricité, les services de base, par exemple, la santé, la population va pouvoir avoir accès à ces services. Deuxièmement, puisque ces opérateurs seront en confiance, ils sont les seuls opérateurs, ils seront en confiance d'investir beaucoup plus d'argent justement pour la création d'emplois. Par exemple, quand un opérateur privé investit de l'argent pour créer un service public, ce qui arrive, ce sont des revenus qui fructifient et aussi ce sont des emplois qui se créent. Donc, en fait, nous autres, nous plaidons pour un autre modèle. Ce modèle de PPP ne convient pas. Même à l'État, ça ne convient pas. Parce que l'État est en train de gaspiller. C'est un gaspillage de fonds. Et ce sont de l'argent des contribuables. Mon argent et ton argent et l'argent des citoyens. On ne peut pas, et à l'heure actuelle, laisser à un État dépenser de l'argent comme ça. Parce que, regardons, j'ai oublié, il y a l'exemple aussi avec le Conatel. Le Conatel par rapport aux opérateurs, notamment la Digicel et la Natcom. Qu'est-ce qui arrive? Le Conatel n'est pas en mesure de réguler la question. Il n'est pas en mesure. Parce que avec les disparités qui existent entre le Conatel, entre la Digicel et la Natcom, à un certain moment, la Digicel refusait que les appels de la Natcom passent sur son réseau. À un certain moment, on se rappelle, et dès le début de la Natcom, ils avaient beaucoup de difficultés à ce que ces appels passent sur le réseau de Digicel. Est-ce qu'ici c'est la faute à l'État ou à la compagnie? C'est la faute à l'État. Parce qu'il y a un régulateur. Le régulateur, c'est le Conatel. En dépit du fait que le Conatel soit un organe de l'État, et l'État, bon, jusque la nature de la Natcom, c'est une société anonyme mixte où l'État détient 50% des actions. C'est 50%. L'État détient 50% des actions au niveau de la Natcom. En dépit de ces actions, en dépit des actions de l'État au niveau de la Natcom, mais il y a toujours d'autres opérateurs qui se plaignent par rapport à certains abus que font la Digicel. Par exemple, il y a toujours de problèmes. Il y a d'autres opérateurs aussi qui n'arrivent pas à rentrer dans le marché. Parce que le Conatel ne joue pas son rôle, ne joue pas suffisamment son rôle de régulateur. L'État, comme je t'avais dit tout à l'heure, l'État doit cesser de jouer son rôle d'opérateur et laisser aux opérateurs privés de jouer seulement le rôle d'opérateur. Oui. Maintenant, essayons de voir la solution. Quel est l'avenir pour Haïti? Est-ce que l'avenir des PPP passe par la création d'un cadre légal? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas dans la législation haïtienne une définition assez pointilleuse du PPP.
Jusque-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il faut légiférer sur la question. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de XL+. Okay. Nous avons été abordés par plusieurs opérateurs privés. On a commencé avec les déchets solides pour voir comment est-ce qu'on décantait et le rôle que joue actuellement le SMCRS par rapport aux opérateurs privés, notamment Boucar Pest Control, GEDCO, Sanco. Le SMCRS devrait être l'instance de l'État, l'instance de régulation. Et le SMCRS participe au ramassage des ordures. Aux travaux d'assainissement également. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Et jusque-là, bon, je crois qu'il y a le député Gariboldo qui avait proposé une loi sur la nature du SMCRS. Mais c'est le nom qui a changé. Cette loi a été votée. Non, pas encore. À la Chambre des députés. Non, pas encore. C'est le nom qui est changé. Oui, cette loi a été votée. Pas encore au Sénat, mais à la Chambre des députés, oui. Non, jusque-là, parce que moi-même, j'ai été abordé sur la question. Bon, autant que je sache, je ne crois pas que c'est voté encore à la Chambre des députés. Okay. Mais le problème reste dans l'appellation qui a changé. C'est l'appellation qui a changé. Et non le cadre qui est défini. Non, il n'y a aucun changement dans le cadre, par exemple, des rapports publics-privés. Le SMCRS joue encore le rôle d'opérateur. Et les opérateurs de la place, il y a certains qui m'ont abordé pour me dire non, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont un concurrent de taille. Parce que le SMCRS, il est de taille comme concurrent. Deuxièmement, le service, et quel est le service? On retrouve les immondices un peu partout. Un peu partout. Tandis que ces opérateurs pourraient avoir un partenariat soit avec l'État central ou du moins avec les collectivités territoriales, avec les mairies, les municipalités pour le ramassage des ordures. C'est ce qui, je dirais, qui explique le tas des immondices un peu partout, dans tous les coins de la capitale. Il y a une duplication de rôle, il y a un problème d'attribution. Le SMCRS ne connaît pas vraiment ses attributions. Donc il faut légiférer sur la question. Absolument. Il y a le ramassage des ordures, il y a l'électricité, par exemple. Moi, le départ, c'est la législation. On identifie les secteurs économiques et deuxièmement, on commence par réfléchir, parce qu'on commence par réfléchir avec les acteurs pour pouvoir légiférer sur la question. Michel Rosenberg, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est à moi de te remercier, Alain. Merci de m'avoir invité. Je suis ouvert. Je suis encore à ta disposition, peut-être pour une prochaine émission. Tout à fait. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point et vous suivez encore la rubrique Le Point. La première partie, on a eu Michel Rosenberg, on le rappelle, qui est avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste du droit de la mer, de la logistique en réforme administrative et directeur de XL+, Law Firm and Marketing Group. Restez branchés sur Métropole. On revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. On l'avait dit, on a un autre invité pour la deuxième partie de l'émission, Franz Courtois, musicien. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs, aux auditrices et auditeurs de Radio Métropole. Ce matin, nous ne recevons pas le musicien, mais plutôt l'écrivain que vous êtes. Je l'ai dit au tout début de l'émission, Les Matins d'Aurore. Les Matins d'Aurore, c'est un roman à l'eau de rose, écrit par Franz Courtois. C'est votre premier roman? Mon premier. Le premier. Tout premier, oui. Ouais. Vous êtes musicien, vous avez un autre chapeau désormais, écrivain.
racontez-nous un peu cette vie d'écrivain. Est-ce que c'est une vie commencée dès votre plus jeune âge ou c'est un roman que vous avez écrit juste pour le plaisir d'écrire? Bon, on n'est pas nécessairement un écrivain parce qu'on a écrit un livre. C'est le lectorat qui doit décider si vous êtes un écrivain ou non. C'est-à-dire, l'avenir de l'écrivain est entre les mains de ses lecteurs. Ah oui, bien sûr. Mais comment? Parce que c'est le public qui doit décider si vous êtes un écrivain ou pas. Donc on n'est pas nécessairement un écrivain parce qu'on a écrit un livre. Oui. Donc j'ai fait des études à la faculté de droit dans les années 70, à partir de 1974. Et ensuite, je me suis diverti à publier quelques articles dans quelques périodiques de la capitale. Et puis ensuite, et par la suite, je suis devenu rédacteur en chef au journal Le Matin. Donc, je me suis consacré à l'écriture. Mais il y a quelque chose que j'avais fini par remarquer, c'est que comme musicien, j'étais parfaitement, totalement autodidacte. J'ai appris la guitare tout seul, j'ai appris le piano après, je me suis acheté des méthodes de piano classique, le Hanon, Czerny. Donc j'ai appris comment parcourir le clavier, la mobilité des doigts, et je me suis fait au piano. Mais par contre, pour l'écriture, il faut des maîtres. Il faut des maîtres. Ah oui, il faut des maîtres. Ouais, pour l'écriture, on ne se fait pas tout seul. J'ai eu des maîtres au matin. Je rends hommage à la mémoire du regretté Clarence Fortuné. Et ensuite, il y a eu mes amis Aublin Jolicoeur. Il y a eu maître Pierre Gousse, que j'ai toujours qualifié de... pour moi, il a toujours été le Malraux de notre condition humaine. Oui. Pierre Gousse. Ouais. Donc, on ne se fait pas tout seul dans le domaine de l'écriture. Toutefois, celui qui avait dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, Boileau, Nicolas Boileau, ne s'adressait pas à un correcteur, mais à l'écrivain lui-même. Donc si vous arrivez à faire 20 fois, à remettre 20 fois cet ouvrage, comme l'a conseillé Boileau, donc vous pouvez arriver à quelque chose. On sent que vous aimez les mots d'esprit, les jeux de mots, parce que vous venez de le dire, que l'un de vos maîtres a été le Malraux de la condition humaine. Ça, c'était pour citer Pierre un titre. Gousse. Oui, Pierre Gousse. C'était pour citer le titre d'un livre de Malraux, André Malraux, l'écrivain français. Mais en ce qui concerne votre livre, Les Matins d'Aurore, c'est encore un autre jeu de mots. Voilà. Matin Aurore. Oui, voilà. Aurore, c'est le personnage du livre. Voilà. Et Les Matins d'Aurore, c'est une association ludique de deux mots qui ont le même sens. Oui. Matin, qui est un nom commun, et puis Aurore, qui est un nom propre de personne. D'ailleurs, un joli prénom de femme. Oui, tout à fait. Aurore, Mélatonin. Mélatonin. Bon, Mélatonin, c'est pour forger des noms qui n'ont rien comment on dit ça? De commun. De commun avec ces noms de famille dans notre milieu. Parce que connaissant la susceptibilité proverbiale de nos compatriotes, donc j'ai évité de citer... un Aurore Joseph, un Aurore Paul. Oui. Il fallait éviter. Oui, il fallait. Ouais. Alors, restons-en toujours au titre. Comment l'avez-vous eu, ce titre, Les Matins d'Aurore? Eh bien, c'est comme je viens de l'expliquer. Est-ce que vous avez eu le titre avant le livre en soi,
avant l'histoire. Oui, tout à fait. Parce que j'avais écrit une musique qui s'appelait Les Matins d'Aurore. Ok. Et les paroles sur un texte d'une amie, Michel Casanove, cette amie, une Antillaise qui a vécu dans ce milieu. Et en parlant de mes maîtres, j'allais oublier de citer le dernier en date, maître Raoul Guillaume, qui est connu comme saxophoniste, musicien chef d'orchestre, mais en fait qui est une bombe intellectuelle. Alors, pour donner une idée plus large aux téléauditeurs de Métropole de votre roman, Franz Courtois, laissez-moi aller à la postface pour lire pour les auditeurs cet aperçu du roman. Aurore Milatonin, une jeune femme extrêmement séduisante, est l'héroïne de ce roman, Les Matins d'Aurore. Après avoir séjourné aux États-Unis, elle regagne son pays natal pour y faire des études en sciences juridiques. À la faculté de droit de Port-au-Prince, elle rencontre Robert Campérin, qui tombe éperdument amoureux d'elle. Aurore n'est pas non plus indifférente au charme de ce jeune homme spirituel et soucieux de l'avancement de son pays. L'histoire se déroule en une période de bouleversement en Haïti, cette petite république ayant acquis son indépendance depuis 1804, mais toujours entravée dans les serres d'un sous-développement chronique, découlant malheureusement de ces interminables luttes pour l'accaparement du pouvoir, les dirigeants se succédant aux commandes de l'État pour mieux rivaliser de rapacité et de félonie. Est-ce que c'est un roman historique? À peu près, si l'on peut dire, oui. Donc, j'ai emmagasiné de multiples années d'histoire. Donc, j'ai vu des choses, j'en ai entendu. Donc, c'était... ce livre est pour me prouver à moi-même que je n'ai pas perdu mon temps. Parce que je crois que ce qu'on croit perdre en matière de temps n'existe pas. Le temps qu'on croit avoir perdu, on l'a certainement utilisé à quelque chose. Donc j'ai emmagasiné de multiples années d'histoire. Oui. Mais est-ce que l'histoire a un poids sur la vie d'Aurore, la vie de ce jeune homme qui l'aimait éperdument? Bon, sitôt arrivé... Est-ce qu'à un certain moment dans le livre, il ressent le poids de l'histoire? Bon, sitôt arrivé à la faculté de droit, les intrigues s'entretissent, s'entremêlent. Oui. Donc, Aurore fait la connaissance de Robert Campérin, qui est très intéressé par l'avancement de son pays, donc qui est journaliste aussi dans un périodique du pays, auquel j'ai donné le nom de Gazette de la Montagne. Gazette de la Montagne. Oui, en principe, c'est ça. Est-ce que dans Robert Campérin, il n'y a pas un peu de Franz Courtois, parce qu'on voit que ce dernier, lui aussi, a fait des études en sciences juridiques. Parce que très souvent, il y a de ces auteurs qui créent un personnage qui porte en lui, le personnage, quelques germes, quelques attitudes, quelques sentiments, quelques émotions de l'auteur en question. Ce n'est pas votre cas dans votre roman? Bon, j'ai voulu retracer ces belles années passées à la faculté. Parce qu'en première année, les étudiants finissent par se découvrir des affinités de goût, de caractère. Et puis, donc j'ai voulu retracer ces belles années à la faculté parce que j'estime encore qu'en première année, 1973-74, qu'on a eu en première année, les meilleurs maîtres. Nous sommes cette génération. Et vraiment,
nous avons eu les meilleurs maîtres, les Gérard Gourgue, Hubert de Ronceret, Grégoire Eugène, qui était un brillant civiliste, Ernst Trouillot, droit constitutionnel, et autres. Oui. Alors, vous parlez d'un... Il y a plusieurs personnages dans ce roman, je dois le dire pour les auditeurs. Oui. Tout se déroule autour d'Aurore, mais il y a d'autres personnages qui sont aussi importants. C'est le cas, par exemple, de Bernard Bélader, du major Bernard Bélader, qui est un officier de l'armée, bien entendu. Officier de l'armée, tout à fait. Du dictateur Raymond Pénochat. Il n'y a pas de lien, là? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce dictateur et les Duvalier qu'on a connus en Haïti? Parce que vous racontez l'histoire, les bouleversements depuis 1804. Oui, bien sûr. Bon, on n'a eu que ça, hein, de bouleversements. À part quelques rares périodes d'apaisement qu'on pourrait assimiler à une sorte de stabilité politique, évidemment. Alors, le sens de ma question, le dictateur Raymond Pénochat, est-ce que ce n'est pas Duvalier sous un autre nom? Ce n'est pas seulement Duvalier qu'on a eu comme dictateur. Il y en a eu d'autres. Ouais. Alors, est-ce que ce sont tous nos dictateurs? Quelques-uns de nos dictateurs. Quelques-uns confinés dans un personnage. Exactement. Ceux que j'ai connus, que j'ai approchés. Et Pénochat n'est pas loin non plus de Pinochet. Oui, oui. C'est pour ne pas dire Pinochet, mais bien sûr, mais Pénochat. Ok. Nous allons mettre un terme à l'émission France Courtois. La vente signature de votre roman, c'est pour demain. C'est pour demain, demain samedi 14 octobre, à partir de 4h PM, dans les jardins du Caribé Convention Center. À Juvena. Oui, à Juvena. Et le prix du livre est de 1500 gourdes. 1500 gourdes, oui. Ou $300 haïtiens. 300 $ haïtiens, oui. Voilà. Donc, nous n'allons pas dévoiler le dénouement du livre aux téléauditeurs de Métropole. Est-ce que vous êtes tenté par cette envie-là? Pas vraiment. Parce qu'il est question d'amour. On aimerait bien savoir comment ça se termine. Il y a Monsieur Campérin qui était éperdument amoureux d'Aurore. Aurore n'était pas indifférente à cet appel à aimer. Est-ce qu'au final, ils se sont liés? Oui, ils se sont liés, mais pas pour longtemps, parce que une diseuse d'aventure rencontrée dans une ville de province d'Haïti avait fait cette révélation à Robert Campérin que c'était quelqu'un d'autre qui allait avoir Aurore. Un heureux élu, un choisi en quelque sorte. Un choisi. France Courtois, merci. Merci Georges. Merci de l'invitation. Voilà le roman de France Courtois, le premier d'une longue série, on espère bien. On espère bien. Parce que vous avez beaucoup de choses à raconter. Oui. Vous avez vécu. Oui. Les matins d'Aurore, c'est le titre du roman de France Courtois. Et la vente signature, c'est pour demain, samedi, à l'hôtel Caribé Convention Center, à partir de 4h de l'après-midi. 4h PM, oui. Et le prix est vraiment modique. Modique, 1500 gourdes. 1500 gourdes. Un livre n'a pas de prix. Un livre n'a pas de prix. Surtout lorsqu'on n'est pas écrivain et lorsqu'on le deviendra certainement. C'est au lecteur d'en décider. Je ne sache de métier aussi rude, aussi dur que celui d'écrire un livre de 400 pages et d'en être le correcteur. Ça vous incite à travailler des fois 18 heures d'affilée. Eh oui. Merci François. Merci Georges. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.